et c'est avec nos amis tous les matins. Daouda Mohamed Kamara s'est mobilisé. Bonjour Daouda. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Robert Sarah Koulemou, bonjour. Tu fais bien de dire tout le nom. Ah oui. Beaucoup de fierté ce matin. Beaucoup de fierté. À être guinéen, enfin. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'homonyme de notre grand Robert Sarah. Voilà. Le cardinal. Le cardinal. D'accord. Sauf qu'on n'a pas épousé les mêmes causes. Oui, en fait, avec lui, c'est le cardinal. Et puis toi, c'est le cardinal. Le cardinal. de manière très fatiguée et découragée. Très molle, le très cardinal. timide, le cardinal. Eh bien, Mohamed Maha, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à celui qui aurait pu être cardinal et qui roule néanmoins en Cadillac. Cadillac. Oui, c'est le plus cadillaqué de espace, hein. De tous les journalistes guinéens, oui. Ce Roby Sarah. Et les gars, on a quand même observé. Notre SI n'a pas fait des choses de dauphin. Hein. Vous avez vu Maurice Sanda, c'est comme un général de retour de guerre accueilli par le roi et accueilli par le peuple tout en fanfare. Ces images sont restées fortement saisissantes. Mais au-delà du fait que ce soit Maurice Sanda qui soit accueilli finalement avec 49 Guinéens qui sont revenus de Tunisie, finalement sauvés de la situation tunisienne. Il y a Bailo Destin en main, que nous connaissons, qui dit Robert Sarah, c'est le cardinal, Roby, c'est le cardiaque. Revenons. On y revient. Au-delà de ça, il y a plusieurs images saisissantes hier. Il y a non seulement le ministre des Affaires étrangères qui s'est jeté dans le bras du président, il y a aussi les images du président qui, à un moment donné, serre très fort contre lui des Guinéens de retour de Tunisie. C'est une image très forte. Je pense que c'est un moment historique dans notre pays. Je ne me souviens pas de ma mémoire de Guinéen avoir vécu un tel événement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire que de dire qu'on doit être fier de nous, parce que c'est la Guinée qui renaît, la Guinée que nous avons connue. Et justement, des images qui passent à l'instant, nos caméras Il y a des compatriotes qui étaient en difficulté du côté de la Tunisie, sont finalement rapatriés, et pas seulement rapatriés avec un vol estampillé Guinée. Estampillé Guinée. Donc je veux dire aujourd'hui qu'il n'y a pas plus qu'être fier d'être guinéen. Et souvenez-vous que de nos pays limitrophes, nous sommes les premiers à cette fois-ci agir. On se souvient que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont souvent été très promptes. D'ailleurs, nous, on n'a jamais fait. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a matière à être fier. Je suis désolé pour ces Guinéens qui parlent de propagande. Je suis désolé pour ces Guinéens qui, finalement, ne sont pas contents de cela. On s'en fout de cela. Ce qui reste à dire, on fait notre travail en bonne conscience. Absolument. Quand vous avez une telle image d'un président qui saisit ce petit garçon dont la vie était menacée, c'est être guinéen que de saluer. Au-delà de ça, sauf si on est quoi, ukrainien. Au-delà de ça, allez-y poser la question à ces Guinéens qui sont rapatriés et qui sont là aujourd'hui. Alors, allez-y leur poser la question de savoir comment ils se sentent, dans quel état d'âme ils sont aujourd'hui. Les gens ne savent pas, les gens ne comprennent pas. Je pense que la symbolique de cet événement doit marquer notre pays à vie. C'est le retour du drapeau guinéen. Roby, je vais te laisser. Et le commentaire n'est pas que guinéen, le commentaire est africain, le commentaire est international. Ce matin, je suivais une très grande radio internationale qui en parlait avec beaucoup de fierté. Je pense que s'il y a un seul Guinéen qui n'est pas fier de ça, qu'il change de nationalité. Qu'il change de nationalité. Non, il ne va pas changer. On a besoin de ce type de personnes aussi pour leur montrer la voie et qu'ils restent et qu'ils voient ce qu'on peut bien en faire. Il y a, au-delà de tout cela, une grosse machine communicationnelle aussi qu'on a pu observer au-delà des actes. Il y a cette casquette. Et il y a ce symbole du branding Guinée, ces casquettes qui ont été distribuées à tous ceux qui sont revenus. Jacques, ça n'est pas passé inaperçu. Ce n'est pas passé inaperçu et c'est bien une occasion pour la diplomatie guinéenne de vendre ce branding à l'international. Parce qu'on sait très bien qu'à travers un événement comme celui-là, les médias seront là. Et je ne crois pas que cela peut être perçu autrement. C'est de cette façon on vend notre pays. On ne le vend pas seulement
lorsqu'il y a des grands événements. Il y a un événement qui nous concerne. C'est un grand événement, oui, Jacques. Non, mais écoute, on va dire c'est solennel. C'est pas heureux, c'est malheureux ce qui se passe en Tunisie. Nos compatriotes qui s'y sont retrouvés, soit pour des études, pour des cas de maladie ou pour d'autres choses, avaient vraiment des préoccupations. Et je crois beaucoup sont revenus sans avoir accompli la mission pour laquelle ils sont allés. Donc, mais regardez. Je crois donc regardez bien ce qui se passe. Le président qui tient ce bébé dans c'est une image. C'est une image. C'est très fort. Quand je pense qu'on a pu avoir un président qui savait même pas tenir un bébé. et vous avez un président qui sait tenir un bébé. Il faut saluer ça. Mais quand même. Pour savoir tenir un bébé, il faut en avoir. Ça, ce sont des balles perdues. Ben non, ce sont des balles perdues. Ce sont des balles perdues. Il faut vivre en situation. Voilà, je suis concentré. Allez-y, Jacques. Il faut vivre en situation de famille pour pouvoir tenir un bébé. Ce que je voudrais dire, ce sont des balles perdues. Ce que je voudrais dire, au-delà de cette communication, de la volonté de vendre l'image de la Guinée et de montrer que nous sommes un État et que nous voulons être responsables, je pense qu'il y a le patriotisme. Souvent, le patriotisme en Guinée n'a été que dans les discours. Parce que le patriotisme, vous le voyez, c'est pas seulement ce citoyen qui est dans le quartier qui va dire « je suis fier d'être guinéen, je suis fier d'être guinéen ». C'est le patriotisme de l'État. Vous voyez, les Occidentaux nous enseignent cela. Quand on prend un seul Français en otage, un seul. C'est pas plusieurs, un seul. Il y a un avion. Tout l'État ça devient une cause nationale. Ça devient une cause nationale. L'État, la société civile, les médias, les politiques, tout le monde s'y met. C'est une mobilisation. Les Américains, la même chose. Lorsqu'un Américain ou un intérêt américain est menacé quelque part, c'est toute la Maison Blanche qui se mobilise. C'est les parlements qui se mobilisent. C'est toute la société américaine qui se mobilise. Toute la diplomatie. Je pense que le patriotisme, c'est ça. Et ce que Doumbouya vient de faire, c'est pas mieux. Il n'y a pas mieux que ça. Que de montrer que nous sommes concernés par ce qui touche nos compatriotes sur n'importe quelle partie du territoire, sur n'importe quelle partie du monde, on est prêt à réagir. Et pour réagir, vous donnez des moyens. Des moyens. Parce que peut-être par le passé, je ne dis pas parce qu'il y a des événements qui montrent que l'État n'avait pas la volonté d'agir pour les compatriotes par le passé. Je me souviens lorsque on approchait les 145 morts. Oui. Vous vous souvenez, le président a pris son avion. Ça, c'est du côté de la Guinée il est parti. En Guinée forestière, à l'époque, il a pris son avion, il est parti. Il a pris son avion, il est parti. Oui. Et quelques jours après, lorsqu'il y a eu... Vous parlez des échauffourées. Des violences communautaires. De 2014. En effet. Et vous voyez quelle réaction qu'il va avoir lorsqu'il va y avoir des inondations du côté de la Sierra Leone. Oui. Il se mobilise comme si... c'était son pays. C'était son pays. Ouais. C'est pas mauvais de se montrer solidaire avec un voisin. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous? En fait, c'est le père qui donne aux autres. Vous donnez aux autres. Mais qui ne donne pas à sa famille. Vous privez vos propres citoyens. Il y a eu d'autres événements, je crois, en Afrique centrale. C'est comme un père coureur de jupons qui entretient bien sa petite amie dehors pendant que sa famille meurt de faim. Tu sais de quoi tu parles. Dans d'autres pays. J'ai voulu effectivement dire la même chose. Tu voulais dire la même chose. C'est pas facile. C'est une émission balle perdue ce matin. D'accord. Bon, je coupe son micro pour ne pas qu'il accuse quelqu'un. Je disais qu'il y a eu d'autres situations comme ça où nos compatriotes disaient les Sénégalais sont venus prendre leurs compatriotes, les Ivoiriens sont venus prendre leurs compatriotes. Il y a même des compatriotes qui ont parfois été secourus par l'État sénégalais. Je crois que ça, c'était humiliant de notre part. Pour une fois qu'on a essayé de le faire, avec, pour reprendre les mots du jeune humoriste Commando Moustique, avec notre avion biologique. Notre avion biologique. Moi, je suis fier. Je suis fier de ce geste. Et je crois que si c'est ça le propagandisme, Doumbouya n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à continuer à être propagandiste de cette façon, à soutenir nos compatriotes de cette façon, à réagir quand ça concerne nos compatriotes dans le monde. Je crois que moi, j'apprécie ça. Et mieux vaut avoir ça qu'avoir de l'indifférence de la part de nos compatriotes.
Moi, je suis né, j'ai grandi ici, j'ai vu, ça fait un peu longtemps quand même que je suis les actions de l'État guinéen des années 90 jusque maintenant. Je n'ai pas vu. En tout cas, que ceux qui savent observer m'apprennent des choses, je n'ai pas vu. On a même vu des compatriotes qui ont perdu leurs biens à l'étranger. On nous racontait l'histoire de Diallo Cravate du côté de la RDC. C'est des choses qu'on a vécues de très loin. Du côté de l'Angola, il y a beaucoup de situations comme ça qui se répètent souvent. Tout ce que vous avez, c'est souvent le discours et le discours qui intervient lorsque les Guinéens dénoncent ces situations. En effet. Cette fois-ci, on n'a pas eu besoin de beaucoup parler. On a parlé un peu seulement, et puis la diplomatie guinéenne s'est bougée. Mais on a découvert alors même qu'on parlait que la diplomatie guinéenne... Alors qu'on parlait, la diplomatie était déjà en action. Et c'est pourquoi, Jacques, il y a eu des actions. Je veux quand même qu'on parle de Maurice Sanda. Je veux quand même qu'on parle de Maurice Sanda. Parce que c'est vrai, on parle du président sur ce cas précis. Mais Maurice Sanda ne dormait pas. Vous savez, il étonne, c'est Maurice Sanda. Absolument. Moi, je fais partie de ceux qui avaient dit dès sa nomination qu'il n'était pas à sa place. Je dois le reconnaître ce matin, je l'avais dit. J'ai dit, j'attendais à ce qu'il soit à la santé parce que c'est un médecin, peut-être... ou même à l'action sociale. Puisqu'il était très à cheval sur les questions de l'excision, tout ça, j'ai dit, le voir à la santé, ou comme vous le dites, à l'action sociale, il pouvait apporter, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Mais il est en train d'étonner. Il est en train d'étonner, mais agréablement. Je pense que la diplomatie, c'est celle-là, c'est de l'offensive, c'est de se bouger. Ce n'est pas rester sur place et attendre que les choses vous trouvent sur place. On a eu des grands diplomates au ministère des Affaires étrangères qui n'ont pas offert ça à la Guinée. Il faut le préciser et je crois qu'il faut l'apprécier pour cela. Bien sûr. Ça, il faut le lui reconnaître. C'est cela la diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas faire des grandes études de diplomatie. Ce n'est pas faire des grandes études de droit ou de relations internationales. C'est de pouvoir débloquer les situations les plus compliquées parfois pour son pays. L'État a déjà fait montre de proactivité vis-à-vis des Guinéens en difficulté. On se souvient du tremblement de terre en Turquie. L'État était déjà présent avant même que nous en parlions. Avant la Turquie. Avant l'Ukraine. L'État était déjà présent. Et c'est le troisième acte fort qu'aujourd'hui que l'État montre. Donc je pense que on ne peut être que fier encore une fois de cela, parce que c'est le retour de la Guinée. C'est cette Guinée-là qu'on connaît, cette Guinée qui ne fait pas de distinctions politique, qui ne fait pas de distinction ethnique, cette Guinée qui rassemble tout le monde et qui à un moment donné donne quand même de la dignité et de la fierté aux Guinéens. Ce n'est pas que nous qui en parlons aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes un peu, on est présenté comme les chantres aujourd'hui du côté des pays qui secourent leurs compatriotes à travers le monde entier, parce que nous sommes les premiers à le faire aujourd'hui. Je pense que c'est très important de dire que la symbolique de cet acte, le président de la République qui se déplace, qui va sur le tarmac de l'aéroport, qui étreint les Guinéens de manière vraiment très forte, qui montre ici qu'il a de l'amour pour les Guinéens, qu'il a de l'amour pour la Guinée. Je pense qu'on ne peut pas dire plus. De toute façon, un président qui sait tenir un bébé, c'est pas donné. C'est pas donné, on le sait. On aura d'ailleurs tout à l'heure le directeur général, comme je l'ai dit dès l'ouverture de cette émission, le directeur général des Guinéens de l'étranger, Sadiou Barry. Il sera avec nous en studio. L'intérêt, justement, c'est que il s'agit de sa direction, de son domaine d'intervention, mais surtout, il était de la délégation. En amont comme en aval de toute cette démarche. Il nous en fera un compte-rendu intéressant ce matin. Nous l'aurons dans un instant. Daouda, autre chose qui frappe tout de suite, c'est qu'au-delà de Maurice Sanda qui va à Tunis, il y a ce bloc de ministres. Vous avez le président, vous avez le premier ministre, vous avez le colonel Amara, vous avez Sadiba, vous avez d'autres ministres, le ministre de l'Agriculture, du budget, des transports. Tous carrément. Exactement. C'est l'État qui vient accueillir des Guinéens. Directeur de cabinet aussi. C'est un autre message. Je crois. Il n'y avait pas de caméra. Et sans caméra, par ailleurs. Il n'y avait pas de caméra, mais ils sont restés quand même jusqu'au tard, jusqu'à loger le dernier quand même. Ce que je voulais dire, je crois que je suis en train de comprendre un peu le sens de ce qu'on appelle diplomatie. Diplomatie d'un pays. Je commence à comprendre que ce ne sont pas les discours à l'ONU, ce ne sont pas les discours à Addis Abeba, ce ne sont pas les discours également à Abuja, mais c'est le sentiment, c'est cette pitié, c'est ce patriotisme qui peut naître en nous
lorsque nous voyons un compatriote en difficulté. C'est ce que je comprends. Je suis en train de comprendre avec le sens de la diplomatie. Parce que depuis l'arrivée du CNRD, ça, il faut le reconnaître. Et il y a eu des moments en Ukraine, on a vu, récemment en Russie, et je vais dire en Turquie, et aujourd'hui en Tunisie. Je crois qu'on peut dire que c'est du propagandisme. Oui, on aime bien ce genre de propagandisme. La propagande. On aime bien. La propagande. On aime bien cela, cette propagande. Parce que là, vous avez vu cette image, tout de suite, le monsieur qui est tenu par 2 militaires. Il faut être dans, je vais dire, il faut être dans l'état du monsieur pour comprendre le sens de cette image. Bien sûr. Si vous n'êtes pas hospitalisé à Tunis et pendant que vous êtes couché, vous attendez votre santé, au même moment, vous ne savez pas à quel moment un Tunisien peut venir vous insulter, vous attaquer, vous faire du mal, que vous vous retrouviez dans cette situation, vous ne pouvez pas le comprendre. Je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer cet engagement, il faut saluer cette volonté, il faut saluer ce patriotisme exprimé du CNRD pour nous dire que nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Vous avez vu, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui d'hors de nos frontières, mais de l'autre côté, lorsqu'il y a un petit séisme, je vais dire, une petite catastrophe naturelle, on a vu du côté de Nzerekure récemment, où la direction que porte l'ancien Touré, mais sans bruit. Oui, c'est le Sénat, c'est le service national d'action humanitaire. Sans bruit, on a vu la délégation qui est partie au chevet des citoyens qui ont perdu presque tout. Ils sont allés, mais cela a été très prompt. C'est aussi cela. On n'est pas en train de dire que... C'est la même chose avec Diawara. Oui, du fonds de développement social et de l'indigence. Il y a des choses. Omo, tu me permets de dire ça quand même. Je fais rarement des éloges. Je pense même que j'ai une sale réputation de quelqu'un de grincheux qui se plaint tout le temps. Mais s'il y a quelque chose qui fonctionne ces derniers mois, c'est bien la présence de l'État aux côtés des citoyens en difficulté. Oui. Vous faites bien de rappeler quand même le cas de ce fonds, comment ça s'appelle? D'indigence. C'est le fonds de développement social et de l'indigence. Voilà, mais j'aimerais quand même qu'on change un peu le nom. C'est pas le fonds de l'indigence, peut-être pour les indigents, quelque chose comme ça. Bon. Il faut voir quand même cette partie-là et de l'indigence là. Mais ils font un boulot formidable. Quelque chose est arrivé. Bon, non, c'est important. C'est toi qui as soulevé ce pan. C'est toi qui as soulevé ce pan. On a du temps. Allez-y. Ce que fait le service, notamment de l'ANCI, auprès des populations qui subissent, notamment des aléas de la nature, on l'a vu. Il y a également cette direction ou ce fonds-là aussi géré par Diawara, anciennement de la société civile. Moi, récemment, une voisine dans le quartier que j'ai quitté avait de très gros soucis de santé. Mais de très gros soucis de santé. Alors, des gens l'ont dit à mon épouse, quand nous l'avons vu, on avait des larmes aux yeux. Mais j'ai compris que ce n'était pas quelque chose de banal qu'on pouvait... il ne suffisait pas pour nous de leur donner de l'argent. Et j'ai appelé Diawara. Par bonheur, il était un peu libre, il a écouté. Il dit, envoyez-moi ses coordonnées. Mais je vous assure, dès le lendemain, il y avait des gens qui était allé voir la dame. La dame, à l'heure où je vous parle, est à Sino-Guinée. Nous avons parlé avec elle personnellement la semaine dernière, mais ce qu'elle vous rapporte est simplement magnifique. Et ils ont des conventions avec plusieurs hôpitaux. C'est les gens les plus démunis qui devaient mourir sur leur grabat. Mais Mara, moi je compte. L'État quand même pense à eux. Vous vous souvenez de ce jeune? Je compte en l'espace de 2-3 mois. Au moins 4 cas que j'ai commandé, enfin j'ai demandé. Le cas de ce et il s'en est occupé en l'espace. Vous vous souvenez, nous étions en route. Ah, toi tu n'étais pas dans la même voiture que moi. Nous étions en route pour Gekedou, j'étais avec Jacques Lewa. Et on l'avait appelé pour autre chose, on rigolait. Il nous dit, ah, vous êtes en route pour Gekedou? Je dis oui. Et c'est lui qui nous sollicite. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Je dis quoi? Il dit, je t'envoie des photos. On m'a parlé d'un jeune très malade et dont la situation est désespérée. Pour l'amour de Dieu, je sais que votre calendrier est serré, mais faites l'effort d'aller voir. Si c'est vraiment son état, aidez-moi à le ramener sur le calendrier. Jacques est témoin. Le premier jour, vous vous souvenez, dès après la première émission, lundi, je crois que j'étais allé avec toi et Guiba. Nous avons cherché le jeune. Nous l'avons trouvé. Et le jeune
Eux, ils sont retournés, mais le même jour, quand je l'ai dit l'état du jeune, il dit, est-ce que vous pouvez déplacer un taxi? Nous sommes allés à la gare routière, Jacques est là, c'est lui qui nous conduisait. Où nous avons déplacé un taxi, on a mis le jeune et sa maman. Le même jour, le lendemain matin, ils étaient à Conakry. C'est comme ça. Pour prendre ses soins. Alors, que l'État fasse ça, c'est quelque chose pour ces démunis-là. C'est vrai, l'État ne peut pas être partout en même temps. Mais il y a des cas, il faut le faire. Les primes que certaines familles les plus démunies aussi recevaient à travers la capitale, même le pays. Vous vous souvenez, vous vous rappelez de tout ce qu'on commençait à pomper, et ça avait commencé à disparaître et tout ça. Aujourd'hui, il y a des témoignages, mais partout, les gens reçoivent, perçoivent. C'est comme cela qu'il faut utiliser l'argent public. Au Brésil, c'est des programmes qui ont formidablement marché. Nous commençons, c'est vrai, on est à un niveau balbutiant encore, mais ce qui est fait, là quand même, il faut l'apprécier. Omo, c'était vraiment pour illustrer ce que tu nous avais dit. Je l'ai vécu moi-même. Personnellement, ces 2 derniers mois, il fallait quand même que je le témoigne. Voilà, et je te redonne donc la parole, mon cher Daouda. Des non-guinéens qui nous écouteraient ce matin, ils se diraient, mais pourquoi ils en font tout un plat? On en a l'habitude. Eh bien, je vais vous dire, vous qui nous écoutez, nous, on n'a pas en dehors des frontières guinéennes, nous, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Vas-y, Daouda. On a vu des avions déposés des Guinéens, mais pas l'œuvre de l'État guinéen. C'est l'œuvre de l'OIM, des retours volontaires. C'est pas l'État guinéen. Et la tendance même avait été ça. Recourir à l'OIM pour les faire revenir. Alors, on en a vu des débarquements des Guinéens, mais que l'État soit celui qui prenne toute l'initiative à aller chercher les Guinéens pour dire que soyez fiers de retourner chez vous, je crois que c'est pédagogique. On est en train d'apprendre avec cette transition ce que doit être le rôle de l'État. Que ça continue ou pas, mais on se rendra compte un jour que lorsque les Guinéens sont coincés dans une telle situation, c'est que l'État doit faire. Lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, c'est que l'État doit faire. Ça, on est en train de nous l'apprendre. Ça existait, c'est la mission de l'État. Mais puisque ça ne se faisait pas et que ça commence à se faire aujourd'hui, je crois qu'il faut soutenir pour aller vers sa pérennité, vers sa pérennisation, que de nous lever un matin pour dire qu'il faut aller chercher, comme j'ai entendu certains, la CRIEF doit s'intéresser à cette affaire d'avion. En attendant, les Guinéens en difficulté sont venus et ont retrouvé leur famille saine et sauve. Je crois que c'est là il faut saluer. Moi j'étais par exemple de ceux qui pensaient qu'on n'avait pas besoin d'avion pour le moment, parce que pour moi il s'agissait de dépenses de prestige. C'est une bonne réponse. Une bonne réponse. C'est vrai, je dois m'amender justement. On l'a dit ici. Mais je continue de croire qu'une compagnie, une aviation avec une compagnie tout entière, ce serait particulièrement compliqué pour ce début de transition. Nous n'y sommes pas pour le moment. C'est ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pédagogique. Ils ont amorcé une dynamique qu'on veut pour notre pays. En état normal, voilà comment nous devons être. Ça, cette ligne, il faut qu'on puisse la suivre pour nous permettre d'être un état normal. On se moquerait bien de nous aujourd'hui, comme on s'est moqué de nous avant, que les Sénégalais se déplacent pour aller récupérer les Sénégalais en Ukraine, que la Guinée ne soit pas à même de le faire. Que les Sénégalais se lèvent pour aller chercher des Sénégalais, des Ivoiriens, ainsi de suite, dans les pays où ils sont en difficulté, que la Guinée mendie des places auprès de ces pays, de ces pays voisins. C'est bien dit. Mendie des places auprès de ces pays voisins. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être le cas, ça ne peut pas être la réalité. Soyons-en fiers. Soyons-en fiers et encourageons. Comme je l'ai dit la dernière fois dans ce studio, quand quelqu'un dit que je vais coudre un boubou pour un éléphant, s'il le fait, il aura fait un grand exploit. Et je crois qu'ils ont dit, le CNRD, qu'on va ramener la Guinée à l'état normal. Ils sont en train. Merci Daouda. Roby, il y a une autre dimension qui est humaine dans cette démarche. C'est la dimension paternelle. C'est la dimension paternelle, celle d'un père. Celle d'un père. Et c'est tout le sens
Exactement. Pour être dans l'espace public, et c'est une question que je pose. Exactement. Est-ce que c'est pas nécessaire de se résoudre à l'idée que pour être dans l'espace public et de rendre un très bon service, c'est bon d'avoir une famille? Et, évidemment, c'est bon. Non seulement c'est bon d'avoir une famille, tu insistes assez là-dessus. La famille. Oui, mais tu fais un clin d'œil. Non, mais la famille, au Roby. Président Alpha Condé qui n'a pas vécu non, dans il a une de la famille. situation Moi, je dis famille. Sa femme était à l'Andréa, lui il était. Il n'a pas donné le nom de quelqu'un. Voilà, j'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je tire le nom de sa bouche. Sa femme était à l'Andréa et lui il était au palais. Une vie de famille. Et son fils à Abu Dhabi. On a quand même un président. Une vie de famille, Roby. Oui, d'accord. Une famille. Oui, d'accord. Oui. On a quand même un président qui est allé au chevet des Guinéens à l'aéroport. Moi, les images qui m'ont marqué, c'est qu'on aurait pu mettre un protocole autour, comme ça se passe dans d'autres pays. C'est-à-dire, on aurait pu faire en sorte que, certes, le président soit là, mais qu'il peut-être, pour des raisons symboliques, salue un par un ou salue un pour des besoins d'image. Ça n'a pas été le cas. On a vu la proximité qu'il avait vraiment avec ces Guinéens. On a vu comment il a astreint dans ses bras cette dame et son bébé de l'autre côté. On a vu comment il a pris ce jeune, et ce jeune qui est venu se jeter complètement. On sent qu'il en a l'habitude. Sur lui, on sent qu'il y a une habitude. Effectivement, ce bébé, ce jeune qui est venu se jeter sur lui sans que les gardes ne pipent mot. Donc je pense que il y a le côté véritablement paternel, il y a le côté charnel qu'il a voulu partager avec ses Guinéens, au-delà du fait que ce soit finalement un acte qu'on peut dire étatique, mais moi je veux dire la symbolique des gestes même, la symbolique des gestes. On a quelqu'un qui se soucie finalement des Guinéens et qui aime profondément les Guinéens, sans distinction. Moi c'est ça qui m'a marqué. Maintenant, quoi qu'on dise, c'est fait, on est fiers, et on est content et on est apprécié à l'international. Apprécié à l'international, oui Jacques. Vous savez, la transition est faite pour ça aussi, pour donner le ton. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas habitués à ça. Parce que c'est normal que d'autres soient choqués, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Soient choqués. C'est normal aussi que les gens disent c'est de la propagande. Parce que certainement, ils ne voient pas comment ça s'est fait ailleurs. Et puis, ceux qui animent aujourd'hui la scène politique guinéenne ne sont pas nouveaux. Ils ont animé l'État aussi. Ils ont été des dirigeants à des niveaux très importants. Et ils ne nous ont jamais habitués avec ça. Pour eux, il fallait toujours faire ce qu'on peut. Et puis, ce qu'on n'a pas envie de faire, on ne le fait pas. Pour les compatriotes, on s'en foutait pas mal. En tout cas, si on pouvait faire des choses pour sa propre famille, c'était ça le plus important. J'ai dit encore une fois, le patriotisme de l'État, c'est important. Il faut que l'État soit patriote et qu'il le montre par les actes à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Si l'État ne montre pas le patriotisme, les citoyens eux-mêmes ne se montreront pas patriotes envers eux-mêmes. C'est vrai. L'État doit montrer la voie. Voilà, on a eu des choses ici, des semaines nationales de la citoyenneté. Sénacip. Je crois qu'on ne peut pas enseigner la citoyenneté de cette façon. Je l'ai dit. Il faut des exemples. Je l'ai dit, ça a été très mal pris. Je crois que ce qui vient d'être fait, c'est un bon exemple. Citoyen. Si l'État se comporte comme ça, partout où nos ambassadeurs sont aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de s'intéresser à la situation de nos compatriotes qui sont dans ces pays-là. Que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Europe, que ce soit ici dans les pays africains, où vous avez parfois des Guinéens qui sont en difficulté. Je pense à l'Angola, où nos compatriotes sont parfois dépouillés de leurs biens, où on vient les tuer parfois dans leurs boutiques. Je pense à tous ces compatriotes-là qui sont à l'étranger, qui sont partis parce qu'ils ont besoin quand même du mieux-être, ils ont besoin d'un minimum vital qu'ils ne trouvent pas ici en Guinée. C'est la gouvernance qui fait que nos compatriotes partent. C'est la gouvernance qui fait que nos compatriotes partent pour chercher le savoir et la santé. Alors, il est du devoir de l'État de s'occuper d'eux, même quand ils ne sont pas à l'intérieur du pays. Encore une fois, le patriotisme ne peut pas s'enseigner autrement. C'est de cette façon. Et je pense que ce n'est qu'un début. Et aucun politique ne pourrait faire autrement. Sauf si il a fait le choix de mépriser le citoyen guinéen. On les a même pas entendus. De mépriser le citoyen guinéen, comme on en a eu l'impression au cours des 10 dernières années. Mais je n'ai entendu aucun politique
sur la situation des Guinéens en Tunisie. Si. J'ai vu. Selou a réagi. Selou a condamné. J'ai dit moi. Alors il a eu des mots très forts. Oui, parce que tu n'es pas allé sur la page de Selou. Il faut aller. Selou a condamné. Il a dit. Non, il y a des médias d'ailleurs qui l'ont repris. Il était ahuri. Alors eux, ils ont eu des mots très forts et l'État a eu des actions très fortes. Ouais, c'est l'État qui en a les moyens. C'est l'État qui en a les moyens. C'est l'État qui en a les moyens. D'accord, les gars, donc on est en plein, les gars, c'est bon là, on est en plein en phase de débat constitutionnel. Moi je dis, dans les critères là, pour être éligible à président, jamais avoir été condamné, citoyen guinéen, je pense qu'il faut ajouter situation de famille. Être père, qui a épouse, enfin, ça, il y a des polygames, mais qui a des enfants, et tu vis avec eux. Quand j'ai dit ça fait toute la différence. Celle d'Alain réagit parce qu'il sait c'est quoi avoir des enfants et vivre avec eux. Des enfants qui vivent dans la Vous comprenez ce que je dis. Voilà. Bon, on va prendre notre premier invité. Nous vous l'avons annoncé, il est présent dans nos studios, il est directeur général des Guinéens de l'étranger. Sadi Oubari est avec nous. Il était de la délégation départementale, justement, ministérielle, j'ai envie de dire, qui est allé chercher nos compatriotes à Tunis. Il a accepté notre invitation, Monsieur Barry. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à vos milliers d'auditeurs. Très bien. Roby, c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons finalement dans nos studios ce matin pour parler de nos compatriotes qui vivaient des heures graves du côté de la Tunisie. Vous êtes allé chercher une cinquantaine, 49 personnes si les chiffres sont bons. Expliquez-nous finalement les circonstances. Déjà, les préparatifs. Comment ça s'est organisé? Comme je disais, vraiment, je voudrais vous remercier pour avoir pensé à nous inviter à votre importante émission, Les Grandes Gueules. Et comme vous l'avez dit, c'est une activité extrêmement importante. Une activité à laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le chef suprême des armées, en a fait sa propre activité. Et c'est pourquoi, dès les premières heures, et suite au constat que Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence, Dr Maurice Anda Koyaté, a fait, il a aussitôt pris de bras le corps cette question en demandant aux affaires étrangères de prendre toutes les mesures idoines permettant d'abord de sécuriser nos compatriotes après avoir les identifiés, mais ensuite de faciliter leur retour au pays. D'accord. Et c'est ainsi que, donc, comme vous le savez, aux affaires étrangères, il y a une cellule de crise qui a été créée depuis disons, la guerre en Ukraine et qui reste fonctionnelle. Son Excellence, Monsieur le Ministre, a voulu que cette crise ne dorme pas. Donc ce que vous faites, vous avez une cellule de crise qui est là, vous la réactivez chaque fois qu'il y a un besoin. Elle ne la réactive même pas, elle existe. Elle travaille de jour au jour. Dès qu'il y a une activité particulière, il la déclenche et ça fait la marche. Et vous avez suivi le samedi dernier, toute la journée, nous étions aux affaires étrangères jusqu'à près 21 h, où la cellule s'est réunie, a pris des dispositions importantes dans l'identification de nos compatriotes, l'envoi de la première mission du gouvernement conduite par Son Excellence, Monsieur le Ministre même, et ensuite dépêcher notre ambassade de l'Algérie vers la Tunisie. Comme vous savez, la Tunisie relève. On va aller doucement. Ce que vous nous dites, c'est que ce voyage qu'on a vu dans l'avion, c'était le deuxième. Non, ça c'est le premier voyage par rapport à l'avion. Mais comme ce que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, la Tunisie relève de l'ambassade de l'Algérie. Donc Son Excellence a instruit notre ambassade de dévancer, d'être sur le terrain, travailler avec notre consul honoraire qui est sur place, afin de procéder à l'identification au fur et à mesure que nos collègues compatriotes se présentaient, parce qu'on ne peut pas vous décrire jusqu'à quel niveau cette situation elle est pitoyable, elle est lamentable. J'ose vous dire, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, quand Son Excellence le ministre a vu les enfants de moins de 3 mois, moins de 2 mois, des personnes handicapées, des pères de famille, dehors,
avec une fraîcheur de près de 7 degrés. Wow. Il n'a pas pu retenir ses larmes. Dehors. Il n'a pas pu retenir ses larmes. Il a pleuré. Ça veut dire quoi dehors? Ça veut dire... Ils n'ont pas d'abri. Non, dehors. Et c'est l'hiver encore. Est-ce que c'est des compatriotes qui étaient en situation irrégulière ou alors c'est des citoyens victimes de cet amalgame? Ça n'a rien à voir avec une question de régularité ou pas. Il faut comprendre. C'est que c'est même inexplicable en ce 2023 que nous puissions vivre une telle situation dans un pays qui n'est pas en guerre. Parce que si nous étions en guerre où il y a une calamité naturelle comme en Ukraine, on aurait compris. Mais le problème, c'est que c'est un pays, à notre avis, normal, qui ne vit aucune crainte sur le plan sécuritaire. Et où nous vivons, c'est cette réalité. Et personne n'est épargné. Ce n'est pas une question guinéenne seulement, c'est une question africaine. C'est une question de couleur. Donc, il y a tas de personnes qui sont même engouffrer ses œufs, ils n'osent même pas sortir. Donc ce n'est pas une question de régularité de papier ou pas. Donc c'est une question de personne. Alors, vous aviez recensé, vous nous avez dit la dernière fois, plus de 200 compatriotes qui se trouvent donc du côté de la Tunisie, et vous aviez demandé que ceux qui n'avaient pas de documents puissent obtenir, je crois, des laissez-passer pour se rapprocher, n'est-ce pas, de l'ambassade. Aujourd'hui, vous avez amené 49. Est-ce que c'est les 49 qui ont accepté de revenir ou alors c'est un premier convoi, vous comptez répartir? En clair, quel a été le critère de sélection de ce premier groupe de Guinéens rentrés hier? Quand nous sommes arrivés en Tunisie, de l'aéroport, nous sommes allés directement à notre consulat, c'est-à-dire là où notre consul abrite actuellement à travers son bureau. C'est là où on a trouvé tous les Guinéens, en tout cas, présents en ce moment, regroupés. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec le monsieur le ministre, lui-même en tête, jusque très tard la nuit, pour d'abord recenser l'ensemble des Guinéens présents, papier ou pas. Ceux qui avaient leur passeport à jour, on les a mis à côté. Ceux qui n'avaient pas leur passeport, on a établi leur laisser-passer la même nuit et établir une note verbale. D'accord. Autre chose par rapport aux critères. Les critères, on a priorisé les enfants. Les femmes avec les enfants. Les hommes avec les enfants. Les personnes malades et les personnes âgées. D'accord. Et le retour est volontaire. Vous comprenez? Pour un premier vol, il y a eu donc hier 49 personnes. Il y avait des bébés de moins de 3 mois. Il y avait 7 bébés. Il y avait 12 femmes. Et le reste était des hommes. Et vous avez ceux qui étaient à l'aéroport hier ont vu un de nos compatriotes qui est revenu, mais qui ne pouvait pas, qui avait l'image carrément pied arraché. La régie vient même de nous placer cette image. Complètement arraché. Le pied, rien. Et qui était allé pour se traiter. Pour se traiter, oui. Donc, qui est sorti de l'hôpital pour se sauver. Donc, c'est une question de vie. C'est une question de vie. C'est pourquoi on ne peut pas s'arrêter à saluer l'acte gouvernemental. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé hier, toute la mobilisation de son excellence monsieur le président, jusque tous les membres du gouvernement, l'armée, tout le monde était là. Nous étions avec les membres du gouvernement à l'hôtel pour les loger jusqu'au tard la nuit. Ça voudrait dire que c'était encore une fois une démonstration de l'état guinéen. Alors vis-à-vis les 49, le retour est volontaire, mais vous avez priorisé les enfants, les malades. Le deuxième vol part aujourd'hui. Le deuxième vol part aujourd'hui pour encore prendre une vague et revenir. S'il y en a d'autres qui restent, ça continuera. Ça veut dire que tant qu'il restera un Guinéen, comme l'a dit son excellence, qui veut revenir, il est disposé et prêt à le protéger et à le ramener au pays. Et c'est ça le message du président de la transition. Parfait. Nous sommes donc sur cette actualité avec le directeur général des Guinéens de l'étranger. Pour finir avec la question de Jacques, il y a cette réaction de nos compatriotes justement établis à Tunis. Je crois que c'est un étudiant. J'ai envie de vous poser la question. Ce travail d'identification, vous l'avez fait comment? Il y a une association des Guinéens de Tunis. Est-ce qu'elle a été mise à contribution? Je crois savoir dans votre réponse qu'il a déjà une partie de sa réponse, parce qu'il disait qu'ils sont autour de 300 maintenant et qu'il y a d'autres qui souhaiteraient rentrer. Mais dans quelles conditions de collaboration est-ce que vous avez travaillé avec les instances locales, outre celles consulaires et diplomatiques?
Bon, vous savez, ce processus-là, c'est au-delà de la Tunisie. Je me permets de vous le dire. C'est au-delà de la Tunisie. Même hier, à l'aéroport ici, il y avait les présidents des autres conseils des Guinéens. Hier, si vous étiez là, vous avez vu M. Kouyaté, et qui était en contact avec tous les présidents. C'est même pas une question de la Tunisie seulement. C'est une question internationale à laquelle l'ensemble de nos compatriotes se sont préoccupés et se sont donnés comme tâche prioritaire. Et donc, au-delà de la Tunisie, tout le monde est là, tout le monde est en train de travailler. Ça montre encore une fois, la Guinée est un pays où il fait bon vivre. D'accord, on y reviendra donc avec vous et nous poursuivons cette émission. On va terminer avec vous l'épisode tunisien. On reviendra du côté de la Turquie et de la Syrie. Et puis on parlera, pourquoi pas, du traitement que vous avez réservé à nos Guinéens d'Ukraine. Restez avec nous, continuez de réagir à cette émission. On va la rouvrir dans seulement 12 minutes avec Aïssatou Sané. Elle fera lecture de vos messages. Restez avec nous. Nous y revenons donc. Comment cette opération sauvetage des 49 Guinéens s'est-elle opérée? Justement, nous avons le directeur général des Guinéens de l'étranger qui est dans notre studio depuis un certain temps. Avec lui, nous abordions justement les préparatifs de cette opération-là. Sadi Oubari est notre invité. Directeur, on va poursuivre cette interview avec vous. Peu avant la pause, je posais la question de savoir comment la concertation s'est opérée une fois à Tunis. Il y a cette association des étudiants et stagiaires guinéens de Tunis, donc de Tunisie, pardon. Est-ce que, par exemple, ils ont été associés? La question des Guinéens prisonniers, est-ce qu'elle a été évoquée? Est-ce que c'était l'objet de votre démarche? Que s'est-il passé dans le concret? Merci, monsieur Tamba. D'abord, c'est Guinéen, désormais, c'est Guinéen établi à l'étranger. Hein? Votre direction? Direction. D'accord. C'est la direction générale des Guinéens établis à l'étranger. Pourquoi ce n'est pas une direction nationale? On avait ce débat avec Mohamed Mara. Puisque ce n'est pas le thème. D'accord. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Ok. En fait, d'abord, il faut, si vous suivez même tout de suite la réaction de nos auditeurs, vous avez compris l'unanimité sur cette question extrêmement importante, purement humanitaire. Parce que c'est soit une question de vie ou une question de mort. Et l'État guinéen, sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, en a fait vraiment, comme je le disais toujours, une priorité. La preuve en est toute la mobilisation et l'engagement manifeste de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères à conduire cette mission. En Tunisie, je vous le dis encore avec insistance, que personne n'a été occulté par rapport à ceux qui étaient présents. Nous sommes allés plus loin. On a pris même les noms de ceux qui n'étaient pas sur place. D'accord. Parce que quand nous sommes arrivés, on le disait, on avait près de 200 sur place. Mais quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas tous les 200 sur place parce que c'était la veille. On recensait par rapport à leur lieu de domicile, par rapport aux appels, par rapport à tout autre contact possible. Sur place, on a trouvé près de 70 à 80. La nuit, ils ont continué à venir. Et le matin, on a continué le processus. Tout ce qui était. Parce que c'est pourquoi on a eu 3 listes. Une première liste de gens qui devaient venir. Une deuxième liste de gens qui étaient présents, qui sont venus un peu en retard et qui devaient être dans le second vol. Et une troisième liste qu'on a enregistrée dans la nuit et hier matin. D'accord. Donc, pour vous dire que tous ces dons, on a eu leur contact, soit par appel téléphonique ou par présence physique, ont été pris en compte. Vous avez parlé de la question de ceux qui sont en prison. Actuellement, il y a notre chargé d'affaires de l'Algérie et le consul, avec monsieur le représentant de la Guinée en Tunisie, monsieur Guissé, que le ministre, son excellent monsieur le ministre, a instruit d'aller de prison en prison. Même quand on était là-bas, on a échangé, même avant même de bouger, on a échangé avec même les services de sécurité tunisiens par rapport à nos compatriotes. Pour les sortir de la prison, les mettre à garde à vue et éventuellement les libérer tous pour faciliter leur retour. Donc actuellement, cette mission est en train de continuer le travail sur instruction de son Excellence, Monsieur le Ministre, de les recenser tous et de les mettre à la disposition de l'État guinéen à travers notre ambassade.
Ça, c'est fait. Et il s'est entretenu avec son homologue tunisien hier pour échanger sur toute question où des garanties fermes ont été données à la République de Guinée que tous les détenus qui sont par ici ou par là seront mis à la disposition de la République de Guinée. Tous les détenus. Tous les détenus en prison actuellement dans cette question spécifique de choses. D'accord, donc les prisonniers liés à cette question, à cette manifestation. Mais il faut avouer qu'on n'en avait pas d'autres particuliers, hein, parce qu'en Tunisie, on n'a que 9 qui sont en prison, qui sont, en tout cas qui sont identifiés. 9 identifiés. 9 identifiés qui sont en prison. D'accord. Et ces 9-là... Avant la crise ou liés à la crise? Liés à la crise. Ok, liés à la crise. Il y en a que mais 9. on parle de 3 étudiants là qui, je crois, ont été débarqués d'un bus. Oui, c'est 3. Voilà, ça, c'est avant-hier. Ils venaient effectivement vers notre ambassade. Ils ont été débarqués. Mais l'idée, c'est qu'ils ont déjà été enregistrés et identifier le lieu où ils sont identifiés. Et comme je vous dis, la mission est en train de travailler sur le terrain. Et aujourd'hui même, des cadres de la direction de Guinée établie dans l'instruction de monsieur le ministre seront en Tunisie aujourd'hui avec le vol spécial pour continuer le processus et revenir avec la deuxième vague. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Parce que hier, son excellence monsieur le président de transition a dit tant qu'il reste un Guinéen qui souhaitent rentrer. Parce que c'est ça la question. Non. Hein. Ceux qui souhaitent rentrer. On ne peut pas obliger. On n'a jamais obligé. Je vous dis, hier, avant-hier par exemple, il y a eu des gens qui se sont fait inscrire. Avant-hier. Et hier, quand nous sommes venus, ils ont dit qu'ils désistent. On les a fait remplacer directement. Mais il faut aussi dire que certains, c'est quand ils ont reçu l'argent. Ils ont pensé peut-être que les besoins immédiats. Vous avez donné combien? Vous avez reçu combien? Vous savez, moi, excusez-moi, cette question d'argent, excusez-moi, ça ne m'intéresse pas à ce débat-là. C'est une question de vie. C'est une question de vie. Nous, l'instruction que les affaires étrangères ont reçue, c'est d'aller secourir tout le monde. Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, il a le soutien de l'État. Tant sur le plan financier que sur le plan moral. Vous comprenez? Tout le monde, tous ceux qui se sont fait identifier ont reçu le soutien de l'État sur le plan financier et sur le plan moral. Puisque c'est de l'argent public. C'est l'argent public. C'était combien par personne? Il y a un besoin d'information là-dessus, monsieur le directeur. J'avoue que ce n'est pas important. Oui, mais pour nous, c'est important. C'était combien? Dites-nous juste ça. Chacun a eu combien? On a parlé de 150 000 mobilisés? Non. Ou 200 000? En tout, il y a 200 000 mobilisés. 200 000 mobilisés. Et sur les 200 000, il y a un montant pour la Turquie, parce que vous savez ce qui se passe en Turquie, donc et un montant pour la Tunisie. D'accord. Mais encore une fois, je voudrais vous demander respectueusement, ne nous intéressons pas à l'argent en ce moment. Intéressons-nous alors, sachez que... à l'humanitaire. Sachez, directeur, on peut être d'accord avec votre position, on va la respecter. Mais puisqu'il s'agit d'argent public, vous comprenez bien qu'on veuille s'intéresser à la façon dont il est utilisé. C'est le sens de notre question. Ce qui est important, c'est qu'à l'image de l'Ukraine, tous ceux qui auront 100 francs, 1 million ou plus, vont émarger, comme d'habitude, devant leur montant qu'ils ont reçu. Et ça sera justifié. Tout le monde. Hier, ceux qui sont venus, tous ont eu ces enveloppes. Ceux qui sont restés ont leur enveloppe. Et ceux qui vont encore venir, parce que ce matin, on nous a dit qu'il y a plus de 300 personnes ce matin. D'accord. Qui sont là. Alors que 300? Plus de 300 personnes. Mais comment s'assurer que tous ces gens-là sont des Guinéens? Très bien. Il y a toujours cette question d'échange avec nos compatriotes. On ne peut pas prendre n'importe qui pour le ramener à Conakry. Quelqu'un qui vient, il faut nécessairement s'entretenir avec la personne à travers nos langues nationales. Soit il a son passeport qui est à jour ou son passeport ancien, il a sa carte d'identité nationale ou il a son extrait de naissance, ou il parle au moins une de nos langues, une ou deux de nos langues nationales, ou en tout cas il peut nous parler d'une préfecture de la Guinée, d'une région de la Guinée, ou en tout cas quelque part il connaît en Guinée. Et généralement tous parlent nos langues quotidiennement. Ça marche. Et ils nous interpellent même dans nos langues nationales et auxquelles nous on était là pour parler avec tout le monde. Alors, on utilisait la langue française. L'autre question que j'ai envie de vous poser, c'est bien la suite. Vous avez aujourd'hui ramené des Guinéens, vous avez des malades, des enfants, mais c'est bien les malades précisément. Ils étaient allés pour les soins. Les soins ont été interrompus.
Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui, ne serait-ce que pour un petit temps, qu'ils poursuivent les soins, peut-être à la charge de l'État, jusqu'à un moment? Est-ce que cela a été planifié? Ça, je pense que c'est une question extrêmement importante. Parce que c'est cela la priorité du gouvernement. J'avoue que j'ai été hier, l'émotion était beaucoup plus vous avez que, pleuré, que je pensais. Il y a eu beaucoup de larmes. Non, ce qui m'a beaucoup marqué encore. C'est-à-dire, j'étais fier d'être guinéen, mais je l'ai devenu plus fier hier encore. Je vous jure. Hier, quand on a fini avec son excellence, monsieur le président de la transition, monsieur le premier ministre est resté jusqu'au dernier embarqué. Jusqu'au dernier. Et c'est ça, sirène qui a cortégé toutes les choses, comment on appelle ça, tous les bus qui ont envoyé les gens dans un hôtel. D'accord. Identifié pour loger tout le monde. Donc tous sont allés vers un hôtel. Tous sont allés dans un hôtel, logés par le gouvernement et pris en charge par le gouvernement. Nourris. Ça, c'est un deuxième. Ils ont, son excellence monsieur le Premier ministre a demandé le ministre de Santé hier d'envoyer une équipe médicale hier nuit qui a dormi à l'hôtel. Qui a dormi à l'hôtel. Les médecins ont dormi à l'hôtel. Le service de sécurité a dormi à l'hôtel. C'est parfait. Ce matin, en ce moment même où je suis en train de vous parler, l'OIM est en train de travailler avec ces médecins pour faire pour les enrôler tous, savoir ce que chacun souffre et les préoccupations des uns et des autres. S'il y a des malades particuliers, l'État les prend directement en charge. On va leur trouver d'autres destinations de soins. C'est extrêmement important. Maintenant, c'est des questions qu'on est en train de gérer au fil. Parce qu'il faut identifier les choses. On ne peut pas tout se prononcer aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que l'État a mis en place. Ce processus. Je vous dis que les médecins ont dormi à l'hôpital, à l'hôtel. Tous. Et ce matin, ils ne bougent pas, ils étaient en train de déjeuner. Et tous seront identifiés, savoir quels sont les problèmes qu'ils ont sur le plan sanitaire, quelles sont les choses, comment sont les espoirs ici par rapport à la suite accordée, et qu'est-ce qu'ils ont comme besoin. Et on identifie tout ça, et l'État a demandé qu'on les soumette ça. Donc voici tas de choses que nous pensons être extraordinaires et difficiles même à commenter, parce que c'est du jamais vu. C'est le mot qu'il faut. C'est du jamais vu, mais on ne s'invite pas dans un État étranger et pouvoir y faire ce que l'on veut. Quel a été l'accueil de l'État tunisien? L'accueil qui vous a été réservé? Est-ce que par exemple sur le convoiement, le transfèrement de certains Guinéens qui ne sont pas à Tunis, est-ce que l'État est ouvert à vous apporter l'assistance sécuritaire nécessaire pour convoyer nos compatriotes qui sont à l'intérieur vers Tunis par exemple? Bon, comme je vous ai dit, vous savez, cette question qui est arrivée, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement déplorable. Et que je pense que même des Tunisiens, il y en a qui ne partagent pas. En effet. Il faut le reconnaître. Et ce qui est important, c'est que sur le plan diplomatique, son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères, c'est plusieurs fois entretenu avec son homme. Et même hier matin. D'accord. Toute cette question est désormais calée. Réglée. Complètement réglée. D'accord. Et l'État tunisien doit faciliter tout le processus du départ jusqu'à l'embarquement de nos compatriotes. Je pense que ça c'est extrêmement important. Et quand nous sommes arrivés, c'était la même chose. Et il y avait toute la, comment on appelle ça, tout le protocole était là. Vu aussi le rang de celui qui était là, son excellence le ministre des Affaires étrangères. Donc nous espérons bien entendu qu'ils respecteront tout ce qui a été pris comme engagement. Parfait. Et que nos compatriotes seront sous protection jusqu'à destination à Conakry, comme le recommande l'État guinéen. Robert Sarah. Je voudrais un peu qu'on parle de manière générale de l'atmosphère que vous avez pu remarquer à Tunis quand vous êtes arrivé, parce que j'estime que vous avez quitté l'aéroport pour aller au consulat. Vous avez certes fait des constats, parce qu'il n'y a pas que les Guinéens qui sont en situation difficile là-bas. Qu'est-ce que vous avez constaté comme atmosphère dans un cadre général? C'est difficile, nous, de faire un constat. Par exemple, ça, on est arrivé vers le 19h et on a travaillé jusque tard la nuit, jusque très tard la nuit. Et avec nos compatriotes, parce qu'il fallait identifier tout le monde. Il fallait régulariser toutes les questions diplomatiques, consulaires. Donc, et à 5h du matin, nous étions sur pied pour continuer ce travail. Donc, nous, c'est nos compatriotes qui nous intéressaient. D'accord. Parce qu'on ne voulait rien voir
en Tunisie à part comment protéger, sauver, ramener nos compatriotes. Une question sur l'Ukraine. Justement, d'autres horizons à présent. D'abord, la Turquie, puisque ça c'est très récent. Les compatriotes qui étaient dans les zones impactées justement par le tremblement de terre. Là-bas également, il y avait au début des difficultés. Vous avez recensé combien de compatriotes et quel soutien leur a été apporté? Comme je le disais tantôt, le président de la transition a dit, et il le fait à tout temps, que un Guinéen, d'où il se trouve, s'il a des difficultés, c'est une préoccupation de l'État, c'est une préoccupation nationale. Et nous travaillons dans ce cadre-là. Ce qui est arrivé en Turquie, c'est une question naturelle, le séisme, et qui a impacté nos compatriotes. Mais nous remercions Dieu, de part et d'autre, on n'a pas eu un cas de décès. Ça, c'est extrêmement important. On n'a pas eu un cas de décès. Donc, à date, on a 48 personnes qui sont identifiées et majoritairement des étudiants. Il n'y a que 3 qui sont non étudiants. Et tous ces 48, donc, sont recensés à date et sont sous protection des familles, à travers le bureau de conseil de Guinée étrangère et à travers notre ambassade. Parce que la chance qu'on a, on a notre ambassade en Turquie et qui est en train de travailler d'arrache-pied avec les représentations de la diaspora. Le président donc de la diaspora et son équipe travaillent avec notre consulat et ces gens-là sont protégés et sont identifiés. Et l'État guinéen a aussi déboursé un montant important de 50 000 $ et qui est déjà envoyé en Turquie pour secourir nos compatriotes parce que il y a une faveur forte qu'il faut reconnaître que l'État même turc a accordé à tous les étudiants d'où ils viennent, à dire de reprendre l'université qu'ils souhaiteront reprendre selon leur volonté en tenant compte de leur profil. Je pense que ça c'est une opportunité, c'est une chance, c'est une faveur, c'est une faveur à laquelle l'État guinéen vraiment l'État guinéen a salué. Et nous avons dit que ça nous permet de mieux, comment on appelle ça, réorienter nos compatriotes, nos étudiants vers les universités qu'ils souhaitent fréquenter. Donc, une fois l'argent sera sur place, il y a une commission qui est mise en place, tout a se relayé au niveau des affaires étrangères à travers notre cellule, et donc ils vont procéder selon les besoins à faire la répartition pour les secourir par rapport à la situation. S'il y a des cas il y a eu d'autres qui étaient très malades, et là, son Excellence Monsieur le Ministre a travaillé avec son homologue turc, et ces gens-là ont été admis à l'hôpital, traités, et même sortis guéris. Donc, je voudrais dire que tout ça, c'est des actions extrêmement importantes que l'État est en train de faire et qui pourraient aider à rassurer nos compatriotes d'où ils se trouvent qu'ils font partie intégrante de la nation. C'est ça qui est important. D'accord. On va au-delà de cas. Voilà. Allez-y, il y a aussi le cas de l'Ukraine. Le cas de l'Ukraine, finalement. Non, vous savez, le cas de l'Ukraine a été géré avec beaucoup plus de professionnalisme encore. Et vous savez, l'Ukraine est entre l'Allemagne, la Turquie, que les deux ambassades ont travaillé en étroite collaboration, en rapport avec le ministère des Affaires étrangères, donc la cellule toujours. Et vous savez, au début de la guerre, la majorité de nos compatriotes sont allés vers la Pologne. D'autres, parce que nous avons été le premier pays du monde à aller au secours de nos compatriotes. Le premier pays du monde. Avec des bus déplacés par l'État et amener les gens vers où ils veulent, soit en Pologne, soit en Allemagne. Et d'autres sont allés vers la France. Et il y en a même qui sont revenus en Guinée, selon leur volonté. Mais partout où ils se trouvaient, ils ont été secourus et ils ont été accompagnés financièrement. Et jusqu'à date, le compte qui a été ouvert à cet effet reste fonctionnel. L'argent reste est dans le compte. Et en fonction des besoins, ça continue à être décaissé en leur faveur. D'accord. Il y a le cas spécifique de l'Angola qui reste permanent, les violences qui sont récurrentes sur les Guinéens. D'autres sont assassinés, d'autres sont victimes de vols, d'autres de coups et blessures, etc. Comment vous faites face au cas spécifique de l'Angola, les Guinéens vivant en Angola? Bon, vous parlez de l'Angola, nous parlons de partout. Si vous demandez je comprends. Le cas de l'Angola, parce que l'Angola, c'est vraiment
un pays où c'est récurrent. D'accord. Ce qui est important, c'est que... Et depuis des années. D'accord. Partout, nous, un Guinéen se trouve, il demeure une préoccupation. Oui. Le cas de l'Angola est un cas extrêmement important, comme vous le dites, et qui est souvent difficile à expliquer, très difficile à expliquer, parce que il y a des questions entre égaux, il y a des questions de papier, il y a des questions donc purement consulaires qui sont entre nos compatriotes et l'État, comment on appelle ça, angolais. Mais ce qui est important, c'est que l'État, à travers notre ambassade et notre bureau du conseil, parce que ça c'est quelque chose qui est important, que partout aujourd'hui dans le monde, on a un bureau du conseil des Guinéens. Qui travaille en étroite collaboration avec nos ambassades. Parce que vous savez, les ambassades ne sont pas dans tous les pays. Il y a des pays où on a les ambassades, il y en a d'autres où on a des consulats, mais partout on a un bureau qui relaie avec les ambassades, qui travaille avec les ambassades. Donc en Angola, le bureau qui est là travaille en étroite collaboration avec l'ambassade pour, au fur et à mesure qu'il y a des cas particuliers, on les rapatrie. Vous vous souvenez, l'année dernière, on a, au début du CNRD, on a affrété un vol spécial qui est venu de l'Angola pour ramener nos compatriotes. Et ça continue. Au fur et à mesure que les gens demandent de revenir, mais on facilite leur retour. Parce que c'est quoi le problème? Vous savez, on ne peut pas obliger un pays à recevoir nos compatriotes. En effet. On ne peut pas. Ce qu'on peut, c'est dire à nos compatriotes, chaque fois que vous êtes dans un pays, allez vous faire identifier auprès de nos ambassades, auprès du Conseil des Guinéens, et en cas de souci, en cas de problème, faites-vous, il faut informer ces autorités-là et remonter-nous l'information à l'État, comme d'habitude, de prendre urgemment les dispositions et faciliter les retours. Et c'est ce qu'on a fait en Angola et ce qu'on continue à faire. Il y a chaque fois, si vous constatez, des vols directs de l'Angola en Guinée pour faciliter ce rapatriement de nos compatriotes. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu même courant et qu'on est en train de faciliter du jour au jour. Mais aussi, malgré que quelquefois nos compatriotes disent toujours non, on préfère rester. Et là, on ne peut pas les obliger. C'est vrai. On va terminer avec une difficulté que les Guinéens on y revient à Tunis, en Tunisie, des difficultés pour entrer en contact avec Monsieur Guissé, le consul, c'est le consul honoraire, semble-t-il. Plusieurs nous ont remonté le fait qu'ils appellent, parfois ça passe pas, ils n'ont pas de réponse. C'est quoi aujourd'hui le bon contact pour les Guinéens qui sont à Tunis, mais pour ceux qui sont également dans les régions intérieures de la Tunisie? C'est quoi le bon contact? C'est quoi la bonne démarche pour se faire enrôler au besoin pour pouvoir revenir en Guinée? Les grandes gueules. Son Excellence, Monsieur le ministre est venu en Tunisie et comme il avait annoncé d'ailleurs avant de partir, il a recruté 3 de nos compatriotes qui travaillent nuit et jour avec Monsieur Guissé et qui sont là désormais, avec lesquels on est en contact régulier. 3 de nos compatriotes et qui sont là. Il y a M. Fofana, M. Sidibé et un autre qui, matin, midi et soir, travaillent avec M. Guissé et qui sont vraiment ses relais. Et avec lesquels nous sommes en train de travailler. Ça, c'est un deuxièmement, comme je vous ai dit, tout de suite, 2 de nos compatriotes, 2 de nos cadres des affaires étrangères seront en route pour la Tunisie. Et qui vont aussi renforcer cette équipe, ils seront au nombre de 5. Et en plus, il y a 2 de notre ambassade de l'Algérie qui sont sur place. Donc, ils seront au nombre de 7 qui travailleront pendant des jours pour continuer à faciliter le ralorement de l'ensemble de nos compatriotes. Mais ce que je voudrais dire à nos compatriotes qui sont en Tunisie, c'est d'être encore une fois confiants. De savoir que l'État guinéen est là pour eux. Et que le président de la transition a pris son bateau de pèlerin pour ramener tout le monde. Donc ce que vous nous dites, désormais, le contact de M. Guissé est accessible. Très accessible. Bien. Et on les a donné d'autres contacts, les 3 qui sont là-bas. Mais on va les ajouter d'autres contacts ce matin aussi. Parfait. Ce serait bien qu'on puisse les avoir parce que beaucoup de compatriotes passent aussi par nous pour pouvoir les leur donner. Je vous en donnerai tout de suite. Parfait. Donc, est-ce qu'en Ukraine, vous vous êtes rassuré qu'il n'y a plus un Guinéen là?
Oui, c'est Non, il y en a, ils sont là. En Ukraine, il y a là. Même le président du Conseil de Guinée est là. Il continue à travailler, il continue en Ukraine. Bah oui. Et accompagner nos compatriotes. Ils sont là. M. Diallo Issa, il est là, il travaille régulièrement avec les compatriotes qui sont restés. Ils sont là nombreux. Et qui, je vous dis, c'est pour que leur compte reste fonctionnel. D'accord. Parfait. Monsieur Barry, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce matin et d'avoir clarifié un certain nombre de choses, éclairer la lanterne des Guinéens. Oui, vous pouvez. Juste, je voudrais encore une fois honorer son Excellence, Monsieur le Ministre, pour terminer, remercier tout le peuple de Guinée pour le soutien, vraiment, que nos compatriotes ont vécu depuis cette situation déplorable. Je dis bien déplorable. Mais remercier en particulier son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le chef suprême des armées, et tout le CNRD, parce que hier, même, comment on appelle ça, l'aliment que nos compatriotes ont reçu à leur descente à l'avion a été octroyé par l'armée à travers le chef d'état-major général des armées. D'accord. Je pense que c'est extrêmement important. Et vous avez vu tout le gouvernement mobilisé. Toutes les structures étatiques à tous les niveaux étaient là. J'étais avec les ministres à l'hôtel. J'étais avec les envoyés de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Ça voudrait dire que, encore une fois, le peuple de Guinée peut en être fier. Donc, merci à vous aussi pour nous avoir pris le temps pour faire passer ce message important du ministère des Affaires étrangères à l'égard de tout le peuple de Guinée et au gouvernement en particulier. Écoutez, on vous critiquera sur d'autres aspects. Pour le moment, c'est bon. Donc bravo, on vous le dit tout bonnement. Merci beaucoup. Bravo pour ce travail. Et n'oubliez surtout pas les numéros. On va les prendre tout à l'heure à travers Mohamed Mara et les acheminer à nos compatriotes qui sont nombreux à les demander. Les grandes gueules, nous poursuivons notre émission dans un instant.